Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 11 de la série pour créer un RPG facilement sur Unity 3D. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va ajouter quelques petites modifications à notre ennemi, on va un petit peu l'améliorer. Tout comme l'épisode précédent, cet épisode est en direct, donc c'est de nouveau plus de la voix off. Pour certains épisodes et pour certaines étapes de notre jeu, ça sera un petit peu plus simple. Et puis ce qu'on va faire aujourd'hui n'est pas très compliqué, donc il n'y a pas vraiment besoin de vraiment imager tout ça au montage. Bref, les modifications qu'on va apporter sont les suivantes. La première, ça va être que l'ennemi va pouvoir retourner à ses positions de base s'il perd le joueur au bout d'un certain temps. Donc s'il poursuit le joueur et que le joueur parvient à s'échapper, s'il est trop loin, l'ennemi retournera à ses positions de base, donc au lancement du jeu. Et ensuite, on va ajouter la possibilité d'avoir du loot sur l'ennemi, c'est-à-dire que quand l'ennemi va mourir, il va pouvoir lâcher un objet, aléatoirement d'une liste d'objets qu'on aura décidé. Donc on va pouvoir choisir une liste d'objets, on pourra mettre soit un seul objet, et donc là l'objet tombera à coup sûr, soit on pourra mettre une liste d'objets, donc avec un certain nombre, autant que vous voulez, et il y a un item aléatoire parmi la liste qui va être choisi et qui va être lâché par l'ennemi. C'est un système qui est assez simple à adapter, c'est-à-dire que si vous voulez que votre ennemi lâche 2 objets, vous pouvez améliorer le système très facilement en faisant un système de boucle ou quelque chose comme ça. Bref, on va commencer direct notre épisode. Je vais d'abord vous montrer, alors je vais mettre l'onglet Game en petit, et je vais essayer de bien placer la caméra de la scène pour qu'on puisse bien voir le système actuel. Donc je vais lancer, donc là je peux me déplacer, vous voyez qu'il y a mon ennemi ici. Le truc c'est que lorsque je m'approche, il va effectivement commencer à me poursuivre. Je vais un petit peu bouger la caméra par là-bas. Et si maintenant mon joueur s'échappe, donc s'il va trop loin, on a déjà un problème d'animation d'ailleurs, parce que c'est de nouveau l'animation idle qui se joue, et là l'ennemi va tout simplement rester ici, jusqu'à ce qu'il retrouve le joueur. Et s'il retrouve le joueur, il va se remettre à lui courir après, mais s'il ne le retrouve pas, il restera à sa position actuelle jusqu'à ce qu'on ferme le jeu tout simplement. Donc ça, on pourrait le laisser comme ça dépend vraiment du gameplay que vous voulez, mais je pense que le mieux c'est quand même de faire en sorte que l'ennemi retourne à son campement ou quelque chose comme ça. Dans la suite des épisodes, il y a un épisode où on ajoutera par exemple des coffres, donc on pourra récupérer du loot ou stocker du loot à l'intérieur. Et le truc, c'est que on n'a pas trop envie d'attirer l'ennemi à l'extérieur puis de revenir en vitesse, tout reprendre et repartir. Parce qu'il n'y aura pas vraiment de challenge, il faut quand même que l'ennemi reste assez proche de sa position de base. Donc voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire en sorte que l'ennemi revienne à la base, ou à ses positions de base, si vous le souhaitez. Donc on va commencer par ça et on ajoutera le loot juste après. En fait, ça va être un système qui va être relativement simple. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment des choses assez basiques. Donc en fait, on va faire comme pour calculer la distance entre le joueur et l'ennemi. Donc on va copier cette variable qu'on avait fait distance. Et cette fois-ci, on va l'appeler distance base, par exemple. Et on va écrire distance entre le joueur, enfin entre l'ennemi plutôt. Donc on va enlever ça. Entre l'ennemi et sa position de base. Alors j'ai fait plusieurs tests pour cet épisode et pour ce système de retour à la base. Il y avait pas mal de choses qui allaient et d'autres qui n'allaient pas. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange de tout ce que j'avais essayé. Et je suis arrivé à un résultat qui était plutôt pas mal. On va ajouter aussi une autre variable. On va éventuellement l'ajouter juste en dessous. Et on va l'appeler, alors déjà on va la mettre en privé parce qu'on n'aura pas besoin de la modifier. Ça va être une variable vector3, donc ça va être des positions qu'on va stocker, et on va l'appeler base positions. Donc les positions de base. Dans la fonction start, on va ajouter base positions égale transform.position. Donc lors du lancement du jeu, on stocke la position actuelle du joueur, de l'ennemi, pardon. Donc lorsque l'ennemi apparaît dans le jeu, on va directement stocker là où il est apparu la toute première fois lorsqu'on a lancé le jeu. Ce qui veut dire en fait que même si on emmène l'ennemi à des milliers d'unités de distance, et que finalement il finit par nous perdre, eh bien il va refaire toutes ces unités de distance jusqu'à revenir à sa toute première position. Donc encore une fois, c'est un système que vous pouvez adapter, hein, donc vous n'êtes pas obligé de faire de cette façon. Si vous voulez que votre ennemi ne vous lâche jamais, ou vous voulez qu'il ne retourne jamais à la base, c'est aussi possible. Bref, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la fonction update, et dans la fonction update, on a cette ligne ici, qui nous permet de calculer la distance entre le joueur et l'ennemi. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le même principe.
Donc je vais la copier-coller. On va calculer la distance entre l'ennemi et sa position de base. Et donc là on va mettre non pas target.position, mais on va mettre base positions plutôt, et transform.position. Une fois qu'on a ajouté ça, on va modifier quelques petites choses dans la fonction update, notamment à ce niveau-là. Quand l'ennemi est loin, égale idle. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la distance entre le joueur et l'ennemi est supérieure à la distance de poursuite, on va jouer idle. Ce qui veut dire que l'ennemi, à partir du moment où il va perdre le joueur, il va directement jouer son animation de respiration, donc son animation d'attente en fait. Et on n'a pas trop envie qu'il fasse ça. Donc on va ajouter quelque chose qui va être distance base. Donc c'est tout simplement ce qu'on a ajouté juste avant. Alors effectivement j'ai oublié ici distance base. Enfin, sinon on va avoir une erreur. Et on va dire que la distance de base, elle doit être inférieure ou égale à 1, par exemple. En fait, ça va être une marge. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'ennemi va apparaître, on va donc récupérer sa position, donc sa position de base, pour lui permettre ensuite d'y retourner plus tard. Le truc, c'est que, étant donné qu'on utilise les nav mesh agent, donc où on a une certaine région de la map où les ennemis peuvent se déplacer, donc ils peuvent pas monter sur les pierres, ils peuvent pas traverser les arbres, ce genre de choses, eh bien il est possible que parfois l'ennemi ne puisse pas retourner à sa position exacte, étant donné qu'il peut ni traverser les murs, ni s'envoler, ni aller dans le sol, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que là mon ennemi il a une position de base forcément, donc moins 343, 0424, 5178. Ce qui va donc se passer lorsque je vais appuyer sur play, c'est qu'on va récupérer ces positions là, et on va les stocker dans base positions, donc les positions de base. Le truc c'est que si on regarde bien, alors je sais pas si on le verra, ça se voit pas très bien, mais mon ennemi est un petit peu au-dessus du sol. Ce qui veut dire que lorsque je vais appuyer sur Start, on va bien récupérer ses positions, et ensuite la physique va s'activer et mon ennemi va en quelque sorte tomber. Donc ça va vraiment être une distance minime, ça va être quelques centimètres en quelque sorte. Mais le truc ça fait que, vu que la distance de base qu'on a stockée, elle était un petit peu au-dessus du sol, et bien jamais l'ennemi ne pourra s'envoler pour y retourner. On veut pas que l'ennemi s'envole, on veut qu'il soit toujours accroché au sol et qu'il se déplace sur la zone qu'on lui a donnée. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ennemi ne peut pas toujours retourner à sa position de base exactement. Il va essayer d'aller au plus proche. Du coup, on va lui laisser une marge. On va lui dire qu'il doit retourner à sa position de base plus une unité, donc plus 1 mètre de distance. On va lui laisser une marge de 1 mètre. Ça veut dire que là, par exemple, ça c'est sa position de base. On va dire que si maintenant l'ennemi retourne à sa position de base et qu'il arrive ici, donc c'est vraiment juste à côté, on va dire que c'est ok. On n'a pas besoin exactement de pousser l'ennemi jusqu'à aller à sa petite position précise, parce que ça sera pas toujours possible. Donc on va laisser une petite marge de 1 ou 2 unités, on va essayer avec 1, si le résultat est pas bon on mettra 2 à peu près ou quelque chose comme ça. En gros, plus vous allez augmenter cette valeur, plus votre ennemi, plus la zone de base de l'ennemi en quelque sorte sera grande. Mais il vaut mieux avoir quelque chose d'assez faible. Mais forcément, il faut que ça fonctionne, donc pas trop faible non plus. En gros, il va falloir faire des tests pour qu'on trouve exactement la bonne valeur. Bref, une fois qu'on a ajouté ça, on va ajouter une autre condition qui correspond en fait lorsque l'ennemi va perdre le joueur. Donc lorsque le joueur va s'échapper. Donc on va dire quand le joueur s'est échappé, et on va dire que si la distance donc entre le joueur et l'ennemi est supérieure à la distance de poursuite, donc logique, et on va dire qu'il faut que la distance entre l'ennemi et la base doit être supérieure à 1. Donc là, on va effectuer une action. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, tout simplement, si l'ennemi perd le joueur et qu'il se rend compte qu'il est loin de sa base, donc il est à plus d'une unité de distance de sa distance de base, alors il va se dire ok, j'ai perdu le joueur, je suis beaucoup trop loin de chez moi, je vais rentrer. Et donc ici à l'intérieur on va dire backbase. Donc on va appeler une fonction qui s'appelle backbase, qui n'existe pas encore, donc on va aller l'ajouter juste en bas. Alors j'ai l'habitude de garder toujours la fonction de mort tout en bas, donc je vais l'ajouter juste avant. Donc public void backbase, donc retour à la base, et à l'intérieur on va donc réassigner la position vers laquelle le joueur va se déplacer, et on va aussi lui jouer l'animation
de marche, parce qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, à partir du moment où l'ennemi perdait le joueur, il jouait sa distance, son animation pardon, de respiration, son animation d'attente. On va lui jouer l'animation, c'est animation avec un S, animation.play, et je vais mettre walk, donc il va retourner à la base en marchant, et je vais dire agent.destination, donc exactement pareil que lorsqu'on voulait poursuivre le joueur, sauf que là, la destination vers laquelle il va se déplacer, ça va pas être le joueur, mais ça va être base positions. Je vais sauvegarder ça, on va aller vérifier. Et si tout va bien, logiquement, notre ennemi devrait toujours nous poursuivre. Et à partir du moment où on est trop loin pour qu'il puisse continuer à nous poursuivre et que lui-même est trop loin de sa base, alors il va retourner à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil qu'avant, je vais me mettre à peu près comme ça. L'onglet game en petit pour qu'on puisse se déplacer. Mais le plus important ici, ça va être l'onglet scène. Donc si on regarde bien, notre ennemi est en train de jouer son animation de respiration, donc tout va bien, il est à la base. Il n'y a pas d'ennemi détecté, donc voilà, il est tranquillement chez lui. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à côté de lui, donc je vais activer la course poursuite. Donc là il va commencer à me suivre, alors évidemment mon ennemi est un petit peu lent. J'ai mis... Combien j'avais mis? Je vais vérifier. Donc il peut me poursuivre à 10 unités de distance. Et si maintenant je me mets à courir dans la forêt, vous avez vu, mon ennemi, il a vu que j'étais beaucoup trop loin pour lui, donc il a décidé d'arrêter la poursuite, et il s'est dit, oula, je suis à plus d'une unité de distance de ma base, alors je retourne à ma base. Et donc là, il va retourner à peu près à sa position de base, et il va se remettre en animation de respiration. Donc, vous avez compris le principe, donc... alors maintenant de tête, je sais plus ce que c'était les valeurs, donc on va essayer de retenir. Donc c'est moins 3,43, 0,45,24. Et donc voilà, vous avez vu, là on avait 0,45,24 et là maintenant on a 0,42,4. Donc c'est pas exactement la même position qu'on avait. Lorsqu'il est retourné à sa base, il n'avait pas exactement la même position que lorsqu'on avait lancé le jeu. Et donc c'est de ça dont je vous parlais, et c'est pour ça qu'il faut qu'on laisse une petite marge pour être sûr. Parce que c'est toujours assez difficile, même pour un moteur comme Unity ou d'autres moteurs, de récupérer exactement la même position. En fait, c'est pas si difficile que ça, mais le fait qu'on utilise un système d'intelligence artificielle qui fait que notre ennemi ne peut passer que par certains endroits et qui ne peut que aller dans certains endroits, et surtout qu'il ne peut ni s'envoler, ni aller sous terre, etc. Il faut vraiment que la position de base soit très précise si on ne veut pas utiliser cette fameuse marge. Mais je trouve que le résultat est largement satisfaisant. Maintenant, à partir du moment où vos ennemis ne sont pas dans des positions un petit peu délicates, du genre dans un arbre ou vraiment sur un pic de montagne, ils ne devraient pas avoir de soucis pour y retourner. Bref, voilà pour la première partie donc, qui permet à l'ennemi de retourner à sa base s'il perd le joueur. Maintenant, on va ajouter un système de loot, donc lorsque l'ennemi va mourir, on va faire apparaître aléatoirement un item d'une liste. Alors j'ai pas mal réfléchi aussi à ce système-là, et je m'étais posé la question, est-ce que plutôt que de faire une liste, on se base sur la base de données des items? Le truc c'est que, imaginons que vous êtes dans votre jeu, vous avez mis plusieurs levels, imaginons que vous avez 10 niveaux dans votre jeu, vous êtes au niveau 1 et les ennemis sont très faciles, imaginons qu'ils ne vous attaquent même pas, imaginons qu'ils soient pacifiques par exemple. Si vous tuez un ennemi et qu'on se base sur la base de données et qu'on fait apparaître aléatoirement un item de la base de données, eh bien on peut faire apparaître un item totalement pété qui était réservé par exemple au niveau 10, donc contre le boss, ou quelque chose comme ça. Donc ce que je me suis dit, c'est que par ennemi, on va choisir une liste d'objets, et ensuite on va faire apparaître l'un de ces objets. Comme je l'ai dit, c'est un système qui est assez facilement adaptatif, donc si vous voulez faire apparaître 2 objets ou 3 objets au lieu de 1, eh bien c'est tout à fait possible aussi. Mais ça, c'est du ressort de la personnalisation, et c'est à vous de travailler là-dessus. Donc, je vais vous montrer un système assez simple et assez basique. On va aller créer une variable tout d'abord, une variable qu'on va appeler loot, et c'est cette fameuse variable qui va justement contenir tous nos objets. Donc je vais peut-être l'ajouter là en bas. Comme d'habitude, j'ajoute des commentaires pour que vous puissiez bien suivre. Évidemment, ils ne sont pas obligatoires. On va dire loot de l'ennemi. On va mettre avec un S éventuellement. Ça va être une variable publique forcément, vu qu'il faut qu'on glisse les loots dans une liste. Je vais mettre loot avec un S. Et ça va être de type GameObject. Mais on va ajouter
2 crochets à la fin de GameObject. Donc ouvrir, fermer, ce qui signifie qu'on va créer une array, une liste, enfin voilà, il y a plusieurs noms pour ça. On en a déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans des épisodes précédents. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va ensuite glisser tous nos objets dans la liste. Et ce qu'on veut, c'est lors de la mort du personnage. Donc dans notre public void dead, alors on va le jouer, alors on peut le jouer peu importe. On va le jouer avant la destruction quand même, avant la disparition du corps de notre ennemi. Eh bien on va ajouter 3 petites lignes avec deux variables locales, donc on n'aura même pas besoin de les stocker en haut de notre script. La première, ça va être la génération d'un nombre aléatoire, qu'on peut l'appeler, on va l'appeler random number. D'habitude je l'aurais appelé random, mais bon, on sait jamais si on en vient à réutiliser ça. On va éviter de confondre. Donc on va dire random.range donc on va générer un nombre aléatoire qu'on va stocker dans random number, et ce nombre aléatoire il va être entre 0, donc en fait ça va être le premier élément de la liste, ou alors loots, donc la variable qu'on vient de créer, .length et point virgule. Donc en gros on génère un nombre aléatoire entre 0 et le nombre maximal d'items qu'on a dans notre liste. Donc imaginons qu'on ait 10 objets, on va générer un nombre entre 0 et 10, et l'objet qui correspond au numéro qui a été sélectionné aléatoirement, ça va être l'objet qu'on va faire apparaître. Donc on prend un nombre aléatoire, on va ensuite créer une variable GameObject, donc qui va cette fois-ci être vraiment l'objet qu'on va faire apparaître, donc on va l'appeler final loot par exemple, et on va dire que c'est égal à loot, et entre crochets on va mettre random number. Donc on prend un nombre aléatoire, on sélectionne l'objet qui correspond à ce nombre dans la liste, et maintenant on va simplement le faire apparaître. Donc on va dire instantiate final loot, donc ça va être le nom de la variable en fait qu'on a créé juste avant, et on va le faire apparaître aux positions de l'ennemi, donc transform.position, et aux mêmes rotations, donc transform.rotation. On va pas effectuer de rotation sur l'objet, et point virgule. Peut-être juste ajouter un commentaire ici, apparition du loot, pour qu'on puisse bien suivre. Je vais juste ajouter un commentaire ici aussi, donc retour à la base, si le joueur s'est échappé, et si notre ennemi est trop loin de sa base. Donc c'est position de base, mais je vais dire sa base, ça va être plus court. Et on va pouvoir aller tester ce système. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a créé un objet, on a créé une prefab qu'on peut ramasser. Donc chez moi par exemple, il y en a quelques-unes ici, je les ai jamais rangées. Donc là par exemple, si je m'approche du casque et que j'appuie sur E, je peux le récupérer. Donc pareil pour les gantelets, etc. Pareil pour les armes évidemment. Et c'est ces mêmes objets, donc ces mêmes prefab qu'on va aller glisser dans la liste de l'ennemi. Donc imaginons, je sélectionne par exemple le gantelet, je vais faire select, et chez moi tous mes items sont stockés dans ce dossier. Alors je pense que vous en avez plus que moi, étant donné que moi j'ai juste, je vous ai juste montré comment les créer. Donc j'ai juste créé des gantelets, un casque et des armes. Mais si vous avez suivi la série depuis le premier épisode, vous savez comment ajouter des items sur toutes les parties du corps de votre personnage. Donc voilà, j'ai mes items dans prefab item, je vais aller dans mon ennemi, donc golem, et dans enemy AI, donc Artificial Intelligence, on a donc toujours tous nos paramètres, les dégâts de l'ennemi, sa vie, etc. Et on a une variable loot qui s'est ajoutée ici, donc de taille 0, ce qui veut dire que maintenant, si je vais tuer mon ennemi, eh bien il n'y a pas de loot qui va apparaître, parce que le loot est à 0. Si maintenant je mets 1, forcément ici, vu qu'on n'a qu'un seul élément dans la liste, donc je vais mettre par exemple mon casque, eh bien c'est forcément ce casque qui va apparaître. Parce qu'on va sélectionner un item aléatoire, mais s'il n'y en a qu'un forcément, c'est plus trop de l'aléatoire. En fait, juste avant de lancer le jeu et de tester, on va ajouter quelque chose. Dans la fonction de mort de notre ennemi, tout en haut, on va ajouter une ligne qui va en fait nous permettre de désactiver son capsule collider. Donc je vais prendre le component capsule collider, on va mettre les parenthèses, .enabled égale false, donc on va le désactiver. En fait, le problème, c'est que si on ne met pas cette ligne, lorsque l'ennemi va mourir, il va garder sa boîte de collision. Et en fait, si on fait apparaître un objet, donc par exemple mes gantelets ou mon casque, qui eux-mêmes ont une boîte de collision,
donc si on fait apparaître une boîte de collision à l'intérieur d'une autre, eh bien on risque d'avoir de gros problèmes, et l'objet qui va apparaître va être expulsé, en quelque sorte, donc soit il va être poussé sur un côté, soit il va traverser la carte, et il va tomber dans le vide à l'infini, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est faire apparaître l'objet sur le corps de l'ennemi, ou juste à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt que de modifier la position où on va faire apparaître l'objet, on va carrément désactiver le collider de l'ennemi. Donc on pourra le traverser en quelque sorte. Bref, on va essayer ça maintenant. Je vais appuyer sur play. J'ai effectivement mon casque dans la liste, je vais prendre une arme, je vais l'équiper, et je vais aller tuer l'ennemi. Donc je vais le tuer, notre ennemi meurt, vous avez vu il est tombé, si je vais à l'intérieur on peut le traverser, donc il n'y a plus le collider, et on a notre objet qui est apparu. Donc moi c'est le casque que je peux maintenant ramasser, je peux aller dans mon inventaire et l'équiper tranquillement. J'ai effectivement récupéré un casque en tuant mon ennemi. Donc voilà tout simplement le principe, hein, c'est vraiment quelques lignes, c'est très simple à mettre en place. Je vais quand même vous montrer ce qui se passe si justement on n'ajoute pas cette ligne. Je vais aller attaquer l'ennemi. Mon ennemi meurt, comme vous l'avez vu, alors là on peut pas le traverser, hein, il y a toujours un collider sur le bas de son corps. Par contre, si on regarde dans la scène, enfin plutôt dans la hiérarchie, on voit qu'on a bien notre casque qui est apparu ici, donc Helmet Clone. Le problème c'est que vous voyez que ses positions sont en train de se modifier, et ses rotations aussi sont en train de se modifier à l'infini. Et si je vais dans la scène et que je me focus sur cet objet, eh bien on le voit qu'il est là en train de tomber à l'infini. Vous voyez là il est en train de tomber tout en bas, et en gros il s'arrêtera jamais. Donc le problème c'est que justement, ce fameux objet a un box collider, et on l'a fait apparaître à l'intérieur d'un autre collider. Et étant donné qu'il apparaît en deuxième, donc il apparaît dans quelque chose de déjà existant, il me semble que ça fonctionne comme ça, c'est lui qui est expulsé et qui va en fait juste traverser le sol et qui va donc voilà, tomber à l'infini. Donc soit on le fait apparaître autre part en modifiant ici la position d'apparition, soit on désactive tout simplement le collider de notre ennemi. Vous l'avez probablement remarqué aussi, comme je l'ai précisé, si notre ennemi meurt, donc il y a son animation de mort qui va se jouer, mais vu qu'on utilise un capsule collider, ce capsule collider ne va pas se modifier. C'est-à-dire il va toujours rester au même endroit, mais c'est simplement le modèle 3D de notre ennemi qui va se coucher par terre et mourir. Donc à mon avis il vaut mieux quand même désactiver ce capsule collider plutôt que de modifier les positions d'apparition. Mais vous avez compris le principe, c'est à vous de voir ce que vous préférez forcément. Et maintenant évidemment je vais vous remontrer, cette fois-ci je vais mettre 5, on va mettre 5 objets, et je vais mettre tout simplement tous les objets que j'ai dans ma scène, donc les deux gantelets, le casque, le katana et l'épée. Je vais appuyer sur play, je vais récupérer encore une fois mon arme, je vais aller affronter mon ennemi, et là l'ennemi est mort, et cette fois-ci c'est une épée qui est apparue. Donc vous voyez elle est à ses pieds, je peux la ramasser toujours avec la touche habituelle, me l'équiper, et vous avez vu que je n'ai plus le katana, mais c'est bien l'épée qu'on a ramassé qui est apparu. Donc voilà, on peut toujours améliorer son jeu et améliorer des systèmes qu'on a créés précédemment. Donc voilà pour cet ennemi. Maintenant il peut tranquillement retourner à sa base lorsqu'il a perdu le joueur, et il peut lâcher des objets. Et bien évidemment, c'est exactement la même chose pour tous les autres ennemis, tous les autres modèles 3D que vous avez utilisés comme ennemis. Le système est toujours le même si vous avez utilisé le même script, et donc vous pouvez faire apparaître les items que vous voulez en fonction de l'ennemi tout simplement, et à vous de personnaliser votre jeu comme d'habitude. En attendant, on se retrouve dans quelques jours, encore une fois si tout va bien, pour l'épisode 12 de cette série. Salut tout le monde!